As-tu déjà entendu parler du fait que certains États américains dépendent directement de l'électricité canadienne? Eh bien, c'est la réalité. Depuis des années, le Canada assure une part essentielle de l'approvisionnement énergétique de certaines régions des États-Unis, en toute discrétion. Mais voici où les choses prennent une tournure inattendue. Face à l'intensification des tensions commerciales et aux lourdes sanctions économiques imposées par Washington, Ottawa riposte. Et cette fois, le Canada envisage une mesure radicale, couper l'alimentation électrique de certaines zones stratégiques américaines. Si cela se produit, des millions d'Américains pourraient être plongés dans le noir, entraînant des perturbations économiques colossales. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette escalade soudaine des tensions entre ces deux pays si interdépendants? Analysons ensemble cette crise qui pourrait redessiner la carte des relations nord-américaines. Tout a commencé par une simple remarque lancée sur un ton décontracté mais qui allait enflammer les relations entre Washington et Ottawa. Un soir de la fin d'année 2024, lors d'un dîner privé à Mar-a-Lago, Donald Trump, alors président élu, s'est tourné vers le premier ministre canadien Justin Trudeau et lui a lancé une phrase pour le moins surprenante. Vous savez, le Canada s'en sortirait beaucoup mieux en devenant le 51e État américain. Un silence gêné s'est installé autour de la table, rapidement suivi de rires nerveux. Était-ce une blague, une simple provocation? Personne ne savait vraiment. Trudeau, lui, a esquissé un sourire poli, préférant sans doute considérer cette déclaration comme un trait d'esprit sans conséquence. Mais Trump, fidèle à son style, ne comptait pas en rester là. Quelques jours plus tard, le 10 décembre 2024, un message publié sur Truth Social allait transformer cette remarque en une véritable tempête médiatique. Dans son post, Trump ne désignait plus Trudeau comme le Premier ministre du Canada, mais comme le gouverneur Justin Trudeau du Grand État du Canada. En un instant, Internet s'est enflammé. Était-il sérieux? Était-ce un simple coup de communication ou bien une intention réelle? Entre moquerie, indignation et confusion, les réactions ont afflué. Puis, le 18 décembre, Trump enfonça le clou en affirmant que de nombreux Canadiens seraient favorables à cette idée, bien qu'ils ne fournissent aucune preuve à l'appui. Peu importe, la machine médiatique s'emballa. Des mèmes inondèrent les réseaux sociaux, les chaînes d'information s'emparèrent du sujet et une simple plaisanterie se transforma en un moment politique majeur. Mais Trump ne comptait pas s'arrêter à une simple déclaration provocatrice. À peine le mois de janvier 2025 entamé, il décida de passer à l'action. Dès le début de l'année 2025, Donald Trump transforma sa plaisanterie en une véritable manœuvre politique. Le 7 janvier, lors d'une conférence de presse, il annonça que les États-Unis imposeraient une taxe de 25% sur toutes les importations en provenance du Canada, à moins qu'Ottawa ne renforce drastiquement sa sécurité frontalière. Sa justification, selon lui, l'Amérique subventionne le Canada à hauteur de 300 milliards de dollars. Pourquoi faisons-nous cela si nous devons les financer autant qu'ils deviennent une partie des États-Unis, dit-il. À Ottawa, la déclaration fit l'effet d'une bombe. Le gouvernement canadien savait que Trump était imprévisible, mais personne n'avait anticipé une mesure aussi brutale. Jusqu'à présent, les tensions entre les deux pays avaient toujours été ponctuelles et contenues. Mais cette fois, le ton changeait radicalement. Washington venait d'engager une véritable guerre économique. La riposte canadienne ne se fit pas attendre. Le même jour, Justin Trudeau répondit sèchement devant la presse. Un sourire en coin, il lâcha une phrase devenue virale. Il n'y a pas une chance, même infime, que le Canada devienne un jour un État américain. Les caméras captèrent son assurance. Le message était clair. Ottawa ne comptait pas se laisser dicter sa conduite, mais cette réplique ne fit qu'attiser la détermination de Trump. Plutôt que de reculer, il redoubla d'efforts. Le 25 décembre, en plein jour de Noël, il publia un nouveau message sur Truth Social affirmant que si le Canada acceptait d'intégrer les États-Unis, les impôts baisseraient de 60%, les entreprises doubleraient leur chiffre d'affaires et le pays bénéficierait d'une protection militaire massive. Puis, le 1er février 2025, Trump officialisa son ultimatum. Les tarifs douaniers de 25% sur tous les produits canadiens entreraient en vigueur dès le 4 février. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un jeu politique, mais d'une attaque directe contre l'économie canadienne. Dans les coulisses, le gouvernement Trudeau ne restait pas les bras croisés. Loin des déclarations tapageuses du président américain, Ottawa préparait une riposte calculée. Le 2 février, alors que Trump réaffirmait son ambition de voir le Canada devenir le 51e État américain, le gouvernement canadien dégaina son propre arsenal économique. Première mesure, une série de tarifs douaniers ciblés sur 155 milliards de dollars d'importations américaines, dont 30 milliards de sanctions directes sur des secteurs clés. L'objectif était simple, frapper les États-Unis là où ça ferait le plus mal. Mais Ottawa ne comptait pas s'arrêter aux seules sanctions commerciales. Plusieurs options étaient sur la table et certaines allaient bien au-delà de simples taxes.
Parmi elles, la restriction des exportations de minéraux critiques et de produits énergétiques vers les États-Unis. Une décision lourde de conséquences, car Washington dépendait largement des ressources canadiennes pour maintenir son industrie en marche. Autre levier stratégique, l'interdiction des entreprises américaines dans les appels d'offres publics canadiens, ce qui signifiait en clair que des milliards de dollars d'investissement allaient être détournés au profit de partenaires alternatifs. Mais la mesure la plus audacieuse restait encore à venir, un réajustement radical des exportations d'énergie. Désormais, le Canada ne considérerait plus les États-Unis comme son principal marché pour le pétrole et le gaz. Au lieu de cela, une nouvelle stratégie se dessinait, diversifier les acheteurs et renforcer les liens avec l'Asie. Le timing ne pouvait pas être mieux choisi. En mai 2024, l'expansion du pipeline Trans Mountain avait été achevée, triplant sa capacité pour atteindre 890 000 barils par jour. Avec cette nouvelle infrastructure, le Canada pouvait désormais expédier directement ses hydrocarbures vers la côte Pacifique, ouvrant la voie à des géants comme la Chine et le Japon. En février 2025, Rebecca Schulz, ministre de l'Environnement de l'Alberta, s'envola pour Tokyo afin de négocier de nouveaux contrats d'exportation de GNL. Elle rencontra des représentants de grandes compagnies japonaises vantant les atouts stratégiques du Canada, stabilité, fiabilité et des délais de livraison bien plus courts que les concurrents. Le message était limpide. Si les États-Unis voulaient mettre la pression sur le Canada, ils allaient découvrir à quel point ils dépendaient de lui. Depuis septembre 2024, des raffineurs japonais et sud-coréens comme Agnos et GS Caltex avaient commencé à recevoir du pétrole brut canadien. Désormais, le Canada cherchait à consolider ses partenariats énergétiques dans la région. Mais la restructuration économique ne concernait pas uniquement le pétrole. Les provinces canadiennes entraient elles aussi dans le conflit commercial. Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario, annonça que sa province pourrait couper l'exportation d'électricité vers les États-Unis si les tarifs douaniers américains n'étaient pas levés. Les États les plus touchés seraient le Minnesota, le Michigan et New York, qui dépendent fortement de l'électricité canadienne. Cette menace était loin d'être anodine. Environ 1 500 000 Américains risquaient d'être impactés. Si le Canada mettait sa menace à exécution, ces États pourraient être confrontés à une crise énergétique majeure. Mais Ottawa ne comptait pas s'arrêter là. Le pays repensait ses relations commerciales pour réduire sa dépendance aux États-Unis. Le Canada ne voulait plus s'appuyer uniquement sur son voisin du Sud. Il travaillait activement à renforcer ses liens avec l'Europe et la région Asie-Pacifique. 2 accords commerciaux jouaient un rôle clé dans cette stratégie. Le CETA, accord économique et commercial global avec l'Union européenne, ouvrant de nouvelles opportunités sur le marché européen. Et le CPTPP, accord de partenariat transpacifique et progressiste, facilitant l'expansion des exportations canadiennes au-delà de l'Amérique du Nord. Pendant que ces changements s'opéraient, un phénomène inattendu prit de l'ampleur à travers le pays. Une vague de fierté nationale s'empara du Canada. Sur les réseaux sociaux, des hashtags incitèrent les Canadiens à acheter local et à soutenir les entreprises nationales. Dans les magasins, les consommateurs privilégiaient les produits canadiens, cherchant à réduire leur dépendance aux marques américaines. Même le gouvernement prit conscience de cette dynamique. L'administration Trudeau s'attaqua aux barrières commerciales entre les provinces pour faciliter les échanges intérieurs. Ces mesures avaient un but clair, renforcer le marché intérieur et rendre le pays plus résistant aux pressions américaines. Lors d'une réunion privée avec des chefs d'entreprise et des leaders syndicaux à Toronto, Justin Trudeau souleva une question troublante. Et si l'objectif de Trump n'était pas seulement de nous affaiblir économiquement, mais quelque chose de bien plus grand? Depuis le début de la crise, Trump avait laissé entendre à plusieurs reprises que le Canada serait mieux en tant que 51e État des États-Unis. Au départ, ces propos avaient été perçus comme des plaisanteries, mais Trudeau n'en était plus si sûr. Trump a compris que le moyen le plus simple d'y arriver est d'absorber notre pays économiquement, et c'est une réalité, avertit-il. Selon lui, les États-Unis ne cherchaient pas uniquement un avantage commercial, ils avaient aussi les yeux rivés sur les vastes ressources naturelles du Canada. Pétrole, minéraux, eau douce, autant de richesses dont Washington pourrait bénéficier si le Canada tombait sous son influence. Cette prise de conscience rendait les décisions économiques d'Ottawa encore plus stratégiques. Jusqu'ici, les déclarations de Donald Trump sur une possible intégration du Canada aux États-Unis avaient été prises à la légère. Mais avec la montée des tensions commerciales, une question commençait à se poser. Et si ce n'était pas qu'une provocation ? L'enjeu dépassait largement la diplomatie. Il s'agissait de ressources, et pas n'importe lesquelles. Le Canada est assise sur une richesse naturelle colossale, dont les États-Unis dépendent plus qu'ils ne veulent l'admettre. S'il y a bien un secteur qui relie profondément le Canada et les États-Unis, c'est l'or noir.
Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole, pompant chaque jour environ 4,6 millions de barils. Et où vont ces exportations? 97% de cette production traverse la frontière vers les raffineries américaines. Sans le pétrole canadien, l'ensemble du système énergétique des États-Unis serait gravement perturbé. L'Alberta est au cœur de cette industrie. Cette province produit à elle seule 87% du pétrole exporté par le Canada, avec des contributions supplémentaires du Saskatchewan et des champs pétroliers offshore de Terre-Neuve et Labrador. Les importations de pétrole aux États-Unis sont réparties en différentes zones stratégiques, appelées Petroleum Administration for Defense District, PADD. Dans chacune d'elles, le Canada joue un rôle essentiel, assurant un approvisionnement constant en or noir. Le Midwest, correspondant à la zone PADD2, est de loin le plus dépendant, absorbant 61,8% des exportations pétrolières canadiennes. Cette région repose massivement sur le pétrole, en provenance du Nord, pour maintenir son activité économique et répondre à sa demande énergétique croissante. Plus au sud, la PADD3, qui couvre la côte du golfe du Mexique, reçoit 18,6% du pétrole canadien, ce qui en fait une zone clé pour le raffinage et la distribution du brut à l'échelle nationale. Sur la côte ouest, la PADD5, qui comprend notamment la Californie, représente 7,2% des exportations de pétrole canadien. Ce flux est crucial pour répondre aux besoins énergétiques de cet État, où la consommation reste élevée. En remontant vers l'intérieur des terres, la région des Rocheuses, désignée sous le nom de PADD4, bénéficie de 6,8% des exportations canadiennes, un apport indispensable pour maintenir en fonctionnement les infrastructures énergétiques du centre du pays. Enfin, bien que plus modeste, la PADD1, qui couvre la côte Est, représente 2,6% des importations de brut canadien, un volume qui reste significatif pour l'approvisionnement de cette région. Le commerce pétrolier entre les deux pays représente une valeur astronomique de 124 milliards de dollars par an, faisant de cette ressource l'un des piliers de l'économie canadienne. L'infrastructure reliant les deux nations via des pipelines majeurs comme Keystone, Enbridge Mainline et Trans Mountain assure un flux constant de brut. Toute perturbation de cet approvisionnement ne poserait pas seulement un problème pour le Canada, mais plongerait les États-Unis dans une crise énergétique. Si le pétrole attire la plupart des regards, le gaz naturel joue un rôle tout aussi crucial dans la relation énergétique entre le Canada et les États-Unis. Le Canada est le cinquième plus grand producteur mondial de gaz naturel, avec une production atteignant 507 millions de mètres cubes par jour en 2023. Et, tout comme pour le pétrole, une énorme partie de cette production traverse la frontière. Chaque jour, environ 224 millions de mètres cubes de gaz naturel canadien sont exportés directement vers les États-Unis, ce qui fait du Canada un fournisseur indispensable pour chauffer les foyers américains et alimenter leurs industries. La majeure partie de ce gaz provient de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, où se trouvent d'immenses réserves de gaz de schiste. L'Alberta, à elle seule, produit 121 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, ce qui en fait un acteur clé dans l'approvisionnement énergétique de l'Amérique du Nord. En 2023, les exportations canadiennes de gaz naturel ont généré 13 milliards de dollars de revenus, confirmant que l'énergie n'est pas seulement un atout commercial pour le Canada, mais l'un des piliers de son économie. Mais alors que les tensions commerciales et les tarifs douaniers s'intensifient, certains responsables canadiens commencent à remettre en question cette dépendance unilatérale. Le pétrole et le gaz dominent souvent les discussions sur l'énergie, mais une autre ressource devient de plus en plus cruciale, le nickel. Avec la transition énergétique et la montée en puissance des véhicules électriques, le nickel est devenu un élément clé dans la fabrication des batteries lithium-ion et de l'acier inoxydable. Le Canada est le sixième producteur mondial de nickel, avec une production de 158 000 tonnes en 2023. Ces riches gisements de nickel sont répartis dans plusieurs provinces, notamment en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve et Labrador et au Manitoba. L'Ontario est le principal producteur, représentant 39% du total canadien. Mais voici où cela devient intéressant. Près de la moitié du nickel extrait au Canada est exporté directement vers les États-Unis. D'autres clients majeurs incluent la Chine, le Japon et les Pays-Bas, mais les États-Unis restent le plus grand acheteur. Pourquoi est-ce important? Parce que la demande de nickel explose avec la montée des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Alors que l'Indonésie domine le marché avec 51% de la production mondiale, le Canada reste un fournisseur clé pour l'Occident. Et avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Washington porte une attention particulière à son voisin du Nord pour sécuriser un approvisionnement stable en nickel.
Quand on pense à l'aluminium, on imagine souvent des canettes de soda ou des avions, mais ce métal léger est aussi un élément essentiel pour des industries allant de la construction à la défense. Le Canada est un acteur majeur sur le marché mondial de l'aluminium, se classant 4e producteur mondial avec une production de 3 millions de tonnes métriques en 2022. Cette industrie représente 14,2 milliards de dollars de revenus à l'exportation. Et une fois de plus, les États-Unis en sont le plus grand acheteur. L'aluminium est profondément intégré aux infrastructures et aux chaînes de production américaines. Assurer un approvisionnement stable est donc crucial pour l'économie des États-Unis. À première vue, les déclarations de Donald Trump sur une possible annexion du Canada peuvent sembler être des remarques impulsives, mais en regardant de plus près les chiffres, un schéma clair se dessine. Le Canada n'est pas qu'un simple partenaire commercial pour les États-Unis, il est une source essentielle de matières premières. Pétrole, le Canada fournit la majorité des importations américaines. Gaz naturel, indispensable pour chauffer les foyers américains et alimenter l'industrie. Nickel, essentiel pour les batteries des véhicules électriques et l'acier inoxydable. Aluminium, clé pour les secteurs de la fabrication, de la défense et de la construction. Si le Canada décidait de réorienter ses exportations vers d'autres marchés, comme la Chine ou le Japon, l'impact sur l'économie américaine serait immense. C'est précisément pourquoi la récente volonté du Canada de diversifier ses exportations inquiète Washington. Si les tensions continuent à s'aggraver, les États-Unis pourraient rapidement se retrouver dans une position où ils ont bien plus besoin du Canada que l'inverse. Le Canada n'est pas seulement un pays au paysage époustouflant et à la réputation de courtoisie. C'est une puissance économique brute, un véritable réservoir de ressources naturelles dont dépend le monde entier. Du pétrole et de l'uranium à l'hydroélectricité et aux métaux précieux, le Canada approvisionne non seulement les États-Unis, mais aussi de nombreuses autres nations en matières premières essentielles. Mais à quel point ces ressources sont-elles précieuses? Et pourquoi tant de pays, y compris les États-Unis, en dépendent-ils autant? L'aluminium est l'un des plus grands produits d'exportation du Canada et les affaires sont florissantes. En 2024, l'industrie de l'aluminium canadienne était évaluée à 6,5 milliards de dollars, avec des revenus en croissance constante de 2,3% par an au cours des 5 dernières années. Ce développement est principalement alimenté par la demande mondiale croissante et l'augmentation des exportations. Un avantage majeur pour le Canada est que son aluminium est produit grâce à de l'énergie renouvelable. Contrairement à de nombreux autres pays qui dépendent du charbon ou des énergies fossiles pour produire de l'aluminium, la production canadienne est en grande partie alimentée par l'hydroélectricité, ce qui la rend plus propre et plus respectueuse de l'environnement. Cela représente un atout considérable, surtout à une époque où les industries du monde entier cherchent à réduire leurs émissions de carbone. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles des pays comme les États-Unis, avec 13 milliards de dollars d'importation, le Mexique, avec 363 millions de dollars et l'Inde, avec 79 millions de dollars, dépendent de l'aluminium canadien. Le zinc ne fait pas toujours les gros titres, mais il joue un rôle crucial dans la vie moderne. Le Canada fait partie des principaux producteurs mondiaux de zinc, un métal principalement utilisé pour protéger l'acier de la rouille. Ce métal est présent dans toutes sortes de structures, des gratte-ciel aux ponts en passant par les voitures et les navires. En 2022, le Canada a extrait 250 000 tonnes de zinc, principalement dans les provinces du Manitoba et du Québec. Bien que la production ait légèrement diminué par rapport à l'année précédente, les exportations de zinc ont rapporté 1,25 milliard de dollars en 2023. Les principaux acheteurs de zinc canadiens sont la Corée du Sud, la Suisse, l'Australie et les États-Unis. Le Canada est également un acteur majeur dans la production d'or, se classant 5e au niveau mondial. En 2022, le pays a extrait 25,8 tonnes d'or, représentant 5% de la production mondiale totale. L'or n'est pas seulement précieux pour la bijouterie, mais aussi pour les investissements et les secteurs industriels, faisant de ce métal un élément clé des marchés financiers et technologiques. L'or canadien ne reste pas dans le pays, il est exporté à travers le monde. En 2022, les exportations d'or du Canada ont atteint 14,7 milliards de dollars, ce qui a fait du pays le 7e plus grand exportateur d'or à l'échelle mondiale. Les principaux acheteurs incluent le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis, Hong Kong et Singapour. Si l'énergie nucléaire représente un pilier pour de nombreux pays, l'uranium est un métal essentiel pour cette industrie. Le Canada possède des gisements d'uranium parmi les plus riches au monde, notamment dans la région de l'Athabasca, en Saskatchewan. Contrairement à d'autres sources d'uranium, ces mines produisent des minerais dont la concentration est bien plus élevée que la moyenne mondiale, ce qui les rend particulièrement précieuses. En 2022, le Canada a produit 7 501 tonnes d'uranium, fournissant 15% de la demande mondiale, ce qui en fait le deuxième plus grand producteur mondial.
La production d'uranium au Canada a connu une forte augmentation, passant de 4 093 tonnes en 2021 à 7 501 tonnes en 2022. Cette progression marque une reprise significative du secteur. Mais où va tout cet uranium? En 2022, le Canada a exporté près de 12 000 tonnes, générant 1,38 milliard de dollars de revenus. Les principaux clients incluent le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et les États-Unis, qui dépendent de l'uranium canadien pour alimenter leurs centrales nucléaires. D'ici 2035, le Canada prévoit de doubler sa production d'uranium, alors que de plus en plus de pays se tournent vers l'énergie nucléaire comme une alternative plus propre. Peu de pays maîtrisent les énergies renouvelables aussi bien que le Canada, où l'hydroélectricité domine largement la production énergétique. En 2022, l'hydroélectricité représentait 61,7% de toute l'électricité produite au Canada. Avec 394 000 gigawattheures générés cette année-là, le pays s'est classé 3e plus grand producteur au monde. Avec 595 centrales hydroélectriques en activité, le Canada dispose d'une capacité totale dépassant les 82 000 MW, faisant de l'hydroélectricité l'un des piliers de son réseau énergétique. Certaines provinces se distinguent par leur production massive. Le Québec domine largement le secteur avec 41 000 MW installés, suivi par la Colombie-Britannique qui en génère 16 000. L'Ontario et Terre-Neuve et Labrador jouent également un rôle clé, avec respectivement 9 000 et 8 000 MW, tandis que le Manitoba complète ce paysage énergétique avec 6 000 MW. Mais le Canada ne produit pas seulement cette énergie pour sa propre consommation, il en exporte d'énormes quantités vers les États-Unis. En 2022, plus de 50 TWh d'électricité ont été envoyés aux marchés américains, générant un chiffre d'affaires record de 5,8 milliards de dollars. La Nouvelle-Angleterre, New York et le Midwest dépendent largement de ces exportations. Avec une demande mondiale en forte croissance, l'industrie hydroélectrique canadienne devient de plus en plus précieuse. Le Canada ne se limite pas à l'énergie. Son économie repose sur un portefeuille impressionnant de ressources essentielles qui alimentent les industries du monde entier. Que ce soit l'aluminium et le zinc pour la fabrication, l'or pour les marchés financiers, l'uranium pour l'énergie nucléaire ou l'hydroélectricité pour alimenter les foyers, le Canada joue un rôle clé dans l'économie mondiale. Mais avec cette richesse vient aussi une dépendance. Les États-Unis, l'Europe et l'Asie ont un besoin constant du flux de matières premières canadiennes pour maintenir leurs économies à flot. Cela fait du Canada bien plus qu'un simple partenaire commercial. Il est un acteur économique stratégique que peu de pays peuvent se permettre d'ignorer. Qu'il s'agisse de diamants, de potasse, de vastes forêts ou d'hydroélectricité, le pays fournit des matières premières essentielles qui alimentent les industries mondiales. Mais avec la montée des tensions économiques, le Canada repense ses stratégies commerciales et renforce son indépendance. Si la plupart des gens associent les diamants à l'Afrique ou à la Russie, le Canada est en réalité l'un des plus grands producteurs mondiaux. Les mines, situées dans les territoires du Nord-Ouest, notamment à Atidiich et Gachokoué, extraitent des millions de carats chaque année, fournissant des gemmes de haute qualité aux marchés internationaux. En 2019, les mines canadiennes ont produit 18,6 millions de carats de diamants bruts, évalués à 2,25 milliards de dollars. Bien que la production ait légèrement diminué en 2023, atteignant 16,2 millions de carats, les exportations canadiennes de diamants ont tout de même généré 1,7 milliard de dollars cette année-là. L'un des atouts majeurs des diamants canadiens est leur traçabilité. Chaque pierre est gravée au laser avec une marque unique, souvent une feuille d'érable ou un ours polaire, garantissant son origine éthique. Cet engagement envers la transparence a fait des diamants canadiens un choix privilégié pour les acheteurs cherchant à éviter les pierres issues de conflits. Les grands marchés comme la Belgique, l'Inde et les États-Unis continuent de dépendre du Canada pour leur approvisionnement en diamants, renforçant ainsi la position du pays comme leader dans l'industrie mondiale de la joaillerie. La potasse n'est peut-être pas aussi prestigieuse que l'or ou les diamants, mais c'est l'une des ressources les plus essentielles à l'agriculture mondiale. Ce minéral est un ingrédient clé des engrais, jouant un rôle fondamental dans la croissance des cultures qui nourrissent des milliards de personnes. Et lorsqu'il s'agit de potasse, aucun pays ne fait mieux que le Canada. En 2023, le Canada a produit 13 millions de tonnes métriques de potasse, se classant premier producteur mondial. L'industrie a généré 16,8 milliards de dollars en 2022, consolidant la potasse comme la ressource la plus précieuse du pays en termes de valeur.
Avec la sécurité alimentaire devenant une préoccupation mondiale croissante, la demande de potasse ne cesse d'augmenter. Cette position dominante sur le marché donne au Canada un avantage stratégique considérable dans le commerce international, surtout à une époque où les pays cherchent des sources d'intrants agricoles stables. La forêt boréale canadienne est l'un des plus vastes écosystèmes forestiers intacts de la planète, couvrant 280 millions d'hectares à travers le pays. Mais ce territoire ne se limite pas à être une merveille naturelle, c'est une puissance économique à part entière, alimentant une industrie forestière pesant 45,6 milliards de dollars. Qu'il s'agisse de bois d'œuvre ou de papier, le Canada est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux à base de bois. En 2022, les États-Unis étaient le plus grand acheteur, absorbant la majorité des exportations canadiennes. Cependant, le Canada approvisionne également des marchés clés en Chine, au Royaume-Uni, au Japon et en Corée du Sud, prouvant ainsi que ces ressources sont en forte demande à l'échelle mondiale. Si les exportations de bois d'œuvre ont chuté de 17,7%, d'autres segments ont connu des gains significatifs. Le papier journal a bondi de 35% et le papier d'impression de 33%. Le Canada produit à lui seul 32% du papier journal mondial, ce qui en fait un acteur dominant sur ce marché. Depuis des décennies, la relation commerciale avec les États-Unis a été la pierre angulaire de l'économie canadienne. En 2023, plus de 56% des exportations de minéraux du Canada étaient destinées à son voisin du Sud. Si les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada, d'autres marchés occupent une place significative dans ces exportations. La Chine absorbe 7% des échanges, suivi de près par le Royaume-Uni avec 6%, tandis que le Japon et la Corée du Sud en représentent respectivement 4% et 3%. Cependant, face à l'escalade des tensions commerciales, le Canada accélère la diversification de ses partenaires économiques. L'augmentation des investissements en Asie et en Europe ne relève pas d'un simple ajustement conjoncturel, mais d'une stratégie de long terme. L'objectif est clair, réduire sa dépendance aux États-Unis et sécuriser de nouvelles routes commerciales, garantissant ainsi une plus grande autonomie économique. Ce changement ne se limite pas aux chiffres du commerce. Pour certains analystes, les politiques commerciales récentes des États-Unis sont une tentative de pression sur le Canada, voire une stratégie visant à renforcer leur contrôle économique. Mais le Canada a clairement indiqué qu'il ne céderait pas à la contrainte. Avec de nouvelles alliances commerciales en formation et des ajustements stratégiques dans sa politique économique, les prochains mois pourraient être déterminants pour l'avenir du rôle du Canada sur la scène mondiale. Le pays nouera-t-il de nouveaux partenariats ou les tensions avec les États-Unis atteindront-elles un point de rupture? Laissez votre avis en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle analyse.